Antonio Casilli, maître de conférence à Télécom Paris-Tech et chercheur associé à l'école des hautes études depuis 2011. Et depuis ce temps-là, je m'occupe avec mes collègues Yasaman Sarabi et Paola Tubaro de, entre autres, vie privée sur Internet. Et aujourd'hui, on va chercher d'une part à reprendre des articles ou des études qu'on a menées avec mes collègues. Après, évidemment, je vais mettre en ligne toutes les slides, donc, et aussi les liens vers ces articles. Dans la plupart des cas, vous les trouvez en ligne sur HAL. Le livre, vous le trouvez en téléchargement illégal sur BitTorrent. Je vous invite d'ailleurs à le faire. J'espère que tout cela est enregistré. Parce que d'une part, je n'aime pas mon éditeur allemand Springer, qui fait payer vraiment un prix exagéré pour ce petit pamphlet qui finalement avait une vocation très particulière, c'est-à-dire d'être lu par les bots de Google, ça c'est classique, c'est-à-dire n'importe quel livre doit être lu par les bots de Google, mais aussi par les décideurs publics au niveau européen. Finalement c'est passé un truc assez bizarre, c'est plutôt les Français qui ont lu ce livre, ce qui est pas mal, finalement au niveau européen beaucoup moins d'intérêt qu'en France. Donc j'ai passé les 2 dernières années à travailler sur la question de la vie privée et l'évolution de la conception de la vie privée sur les réseaux sociaux d'Internet en particulier, dans le cadre d'une étude du Conseil d'État français. Et les travaux donc, se sont terminés le 6 février de cette année-là, donc il y a quelques semaines, avec un colloque au Conseil d'État. Et l'année dernière, avec l'apparition de l'étude annuelle du Conseil d'État, le numérique et les droits fondamentaux, dont il va être question aujourd'hui, c'est-à-dire je ne vais pas parler de l'étude, mais je vais parler de la contribution que j'ai faite dans le cadre de l'étude. C'est plutôt, si vous voulez, une manière de structurer ma présentation, et en même temps on va passer en revue tout un tas d'autres questions qui concernent d'une part la manière qu'on a aujourd'hui de concevoir la vie privée, surtout cette idée, ce mythe que je vais m'efforcer de démonter avec vous, de la fin de la vie privée. Un mythe qui revient depuis longtemps, finalement revient depuis 16 ans. Depuis 16 ans, on annonce la mort de la vie privée. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois on célèbre les obsèques, on a des funérailles, et à chaque fois, après, quelques mois après, on recommence à annoncer que la vie privée, elle est au plus mal, elle va mourir, elle meurt tous les quelques années. Finalement, voilà, c'est intéressant de voir pour quelles raisons elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, au contraire. À chaque interrompt de la vie privée, on a un nombre croissant d'activistes, mais aussi d'associations d'utilisateurs, mais aussi de décideurs publics, mais aussi de théoriciens du numérique qui se rendent compte que c'est une problématique d'actualité extrême et qu'en plus, la vie privée, avant même d'être une problématique, est une force sociale qui est là et qui s'affirme d'ailleurs de plus en plus, mais qui s'affirme tout en se transformant, tout en se reconfigurant à l'aune du numérique. Et donc je vais chercher aujourd'hui à vous présenter 4 thèses sur la vie privée et la surveillance sur Internet. Donc c'était le titre aussi intitulé de ma contribution pour l'étude annuelle de l'année dernière du Conseil d'État, 4 thèses sur la surveillance numérique de masse et la négociation de la vie privée. Et on commence par la première thèse qui est tout simplement une manière de rentrer dans la question et de prendre le taureau par les cornes, la question de la surveillance de masse et pour quelles raisons on se retrouve souvent face à cette situation qui est décrite comme le Big Brother sur Internet, mais qui finalement, vous allez voir, est plutôt le Big Other, c'est le grand autre qui nous regarde sur Internet et on va chercher à comprendre pourquoi. Et on va chercher à le comprendre tout simplement en prenant en compte la notion qui a été introduite il y a quelques années de surveillance participative. La surveillance participative, pour la décrire, je pourrais tout simplement vous présenter 2 images. La première image, c'est la surveillance d'antan, la surveillance d'avant Internet.
c'était en gros une surveillance centralisée dans laquelle on avait des autorités régaliennes reconnaissables qui menaient ce type de surveillance sur une population largement passive et, ou du moins décrite comme largement passive, qui était l'objet de la surveillance même. Cette situation a été complètement bouleversée par l'arrivée d'Internet. Parce que si, justement, les autorités régaliennes pouvaient se présenter, alors plutôt s'adonner à une surveillance de ce type avant Internet, après Internet, la situation est plutôt de ce type-là. L'invitation ou l'injonction, dans certains cas, à exercer la surveillance sur soi-même et sur les autres. Les autres sont évidemment d'abord les personnes qui font partie de notre entourage, et ensuite, évidemment, toute autre personne qu'on pourrait croiser sur Internet, et la mise en place, donc en l'occurrence, bon ça c'était une expérience tentée par la police espagnole en 2011-2012, en collaboration avec 20, qui était un peu le Facebook espagnol à l'époque, et donc c'était une permanence de la police sur ce réseau. En France, on connaît d'autres dispositifs beaucoup plus imposants, surtout après les attentats de janvier, avec la mise en place de cette plateforme politiquement difficile à défendre et surtout avec des implications diverses et variées, mais c'est seulement pour indiquer qu'aujourd'hui, la puissance régalienne même doit surtout faire confiance à l'effort des internautes même pour exercer cette surveillance qui n'est plus une surveillance centralisée, mais qui est plutôt basée sur le fait que les utilisateurs même soient constamment en train, d'une part, de se dénoncer mutuellement, mais en plus en train de produire des traces qui, d'une manière ou d'une autre, sont les outils et les bases même de cette surveillance. Ça, peut-être, bon, tout le monde la connaît, c'est la première slide du premier jeu de slide produit par Edward Snowden en juin 2013. C'était le fonctionnement de la plateforme de la NSA américaine, la plateforme PRISM, ou plutôt l'initiative PRISM, qui a été décrite, même si après on a mis beaucoup de bémols et on a compris beaucoup de choses sur le fonctionnement de Prism, comme un système dans lequel les grandes plateformes d'Internet, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PayPal, YouTube, Skype, AOL et Apple, par la suite, ont contribué en donnant accès à la NSA aux données personnelles des utilisateurs mêmes. Alors, évidemment, ce type d'initiative est au centre peut-être du scandale international le plus important de la décennie, et en même temps, ceci est aussi indicatif du fait qu'aujourd'hui, tout système de surveillance de masse doit s'appuyer sur notre propre participation. C'est pourquoi la surveillance est devenue de fait participative, et surtout, c'est une surveillance qui nous éloigne progressivement de cette idée justement d'une autorité centrale surplombante qui regarderait tout, donc le Big Brother, pour nous rapprocher plutôt à ce que le philosophe slovénien Slavoj Žižek définissait comme le Big Other. C'est le grand autre, donc c'est l'autrui qui nous regarde, ou plutôt nous-mêmes quand nous sommes autrui pour les autres. D'une certaine manière, il faudrait rappeler que la plupart des plateformes que j'ai citées dans la slide précédente sont basées sur une ontologie du type FOAF, qui veut dire Friend of a Friend, c'est-à-dire chacun d'entre nous est non pas considéré comme un profil unique, mais un profil relié dans un graphe social à d'autres profils. Et dans la mesure où chacun d'entre nous est Friend of a Friend et ami d'un ami, nous sommes aussi porteurs de données de ces amis-là. Et donc, nos données personnelles, finalement, deviennent de moins en moins personnelles pour devenir data of a friend. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous dévoilons quelque chose sur nous-mêmes, nous sommes en train aussi de dévoiler quelque chose sur toutes les personnes qui font partie de nos entourages, qui font partie de notre liste d'amis sur Facebook, qui font partie de nos followers ou de nos followees sur Twitter, et ainsi de suite. Donc, de fait, le type de dévoilement
qui est décrit comme un dévoilement volontaire sur des utilisateurs de ces grandes plateformes sociales, a une implication importante, c'est-à-dire que d'abord est un dévoilement qu'on fait avec les autres, et que d'une certaine manière est aussi un peu un dévoilement agonistique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous cherche à ajouter plus d'éléments sur soi-même et sur les autres, et ceci, justement, est l'une des bases de cette surveillance mutuelle, horizontale, participative, qui constitue l'élément central sur lequel s'appuie la collecte des données personnelles, le traitement, grâce surtout à des algorithmes qui deviennent de plus en plus performants, de ces données personnelles, et qui finalement permettent aussi d'approcher la deuxième question qui est liée à cette idée de la fin de la vie privée, parce que finalement c'est parce que nous avons mis en place, ou plutôt les grandes plateformes d'Internet ont contribué à mettre en place un système de ce type-là, dans lequel on a ce type de surveillance participative, que certains ont pu affirmer, déjà à partir de 1999, que la vie privée est morte. Et la question de cette fin de la vie privée ou mort de la vie privée a été annoncé très tôt, si vous voulez, donc entre 1999 et 2000. Donc cette hypothèse de la death of privacy s'est aussi accompagnée à à la naissance de nouvelles catégories, par exemple Jeff Jarvis, bon, c'est pas un énorme théoricien, mais certainement un gourou d'Internet très écouté dans certains milieux industriels anglophones, qui a cherché à remplacer l'idée de privacy, donc de vie privée, ou plutôt de tendance à la vie privée, par son opposé, et donc ce qu'il appelait la publicness, traduit d'une manière assez maladroite en français comme la publicitude. Les résonances de Ségolène Royal, peu importe. C'est un terme introduit dans son livre de 2011, Public Parts, qui était un livre dont le point de départ était finalement un billet de blog de Jeff Jarvis. Jeff Jarvis est un monsieur qui a eu un problème, un cancer de la prostate, et il a parlé de cela dans un billet de blog particulièrement clair, transparent et révélateur de son expérience de sa maladie, et il a intitulé ce billet de blog The Penis Post, donc le billet du pénis. Or, la question est qu'il a voulu croire que sa facilité à lui, sa facilité de mec blanc, privilégié, riche, américain, à parler de ça, était représentatif de la facilité de tout le monde à parler de ça. Alors qu'on sait très bien que ce type de facilité, surtout face à l'expérience de la maladie, est, on va dire comme ça, inégalement distribuée dans le monde et dans nos sociétés. Mais ceci n'empêche, il a voulu reconnaître dans cette manière de s'exprimer sur Internet une tendance généralisée au dévoilement volontaire, et en plus, face à la réaction aux réactions de solidarité et de soutien venus de ses lecteurs, il a voulu reconnaître la naissance d'une connectivité généralisée qui aurait porté évidemment à l'érosion des valeurs de la vie privée, non seulement donc, et ça c'était le fruit de sa réflexion, non seulement on a un intérêt à se dévoiler, mais surtout les autres ont intérêt à regarder ce que nous dévoilons de nous-mêmes, parce que cela disons, nous amène vers une société plus transparente dans laquelle tout est public par défaut, et selon Jeff Jarvis et d'autres théoriciens de son école, on aurait évidemment, disons, une nouvelle type de sociabilité qui s'annonce grâce à ce dévoilement. Or, le problème est que, et ça c'est la deuxième thèse que je vais soutenir, ces annonces de la fin de la vie privée sont d'une part erronées, empiriquement erronées, on va y revenir tout au long de cette présentation, mais surtout idéologiquement biaisées. Il y a un biais idéologique important, et un biais idéologique qui en plus accompagne certaines initiatives industrielles. C'est pas n'importe qui
qui portent ce type de discours, mais c'est surtout des personnages comme ça, donc on revient toujours le même type humain que je vous avais cité, à part Zuckerberg qui est légèrement plus jeune, mais disons dans toute sa jeunesse, il a des marques de l'homme entre deux âges. Donc voilà, chacun de ces personnes que vous voyez là, je vais les citer, a affirmé depuis 1999 quelque chose de vraiment outrancièrement biaisé d'un point de vue idéologique à propos de la vie privée des autres. Le premier, c'est ce monsieur à l'aventure assez caractéristique, c'est Scott McNealy, c'est le PDG de Sun Microsystems qui, en 1999, à l'occasion de la mise sur le marché d'un microprocesseur qui avait tout un ensemble de configurations publiques par défaut, et pour se démarquer de sa concurrence, qui par contre encore cherchait à préserver la vie privée des utilisateurs, a affirmé lors d'une conférence de presse, de toute façon vous avez zéro vie privée, et bien tournez la page, get over it. Encore une fois, non seulement une affirmation forte, mais en plus une injonction. Vous avez zéro vie privée, tournez la page. Vous n'avez pas à vous attarder sur ce type de valeur qui est révolue et qui d'ailleurs ne nous arrange pas d'un point de vue commercial. Bon, il faut attendre encore quelques années pour avoir peut-être la plus célèbre des phrases de ce type prononcées par Mark Zuckerberg à l'occasion de la remise d'un prix qui s'appelle les Crunchies, c'est un prix de la Silicon Valley, pour réserver aux industries de la Silicon Valley. Donc il a décerné ce prix en 2010 et à cette occasion il a affirmé quelque chose de bien structuré en réalité, même si un peu on a eu tendance à le résumer de cette manière-là. Public is the new social norm. Le public est la nouvelle norme sociale. Je répète, c'était un peu plus structuré que ça. Il disait en fait qu'il a remarqué au fil des années que les utilisateurs de Facebook étaient de plus en plus à l'aise avec un partage généralisé par défaut et que finalement Facebook ne fait qu'accompagner ce type de mouvement social et s'adapter à ce constat, c'est-à-dire que la nouvelle norme sociale est orienté vers la mise en public de plus en plus d'informations personnelles. Alors évidemment, en tant que sociologue de formation, quand un industriel parle de normes sociales, moi j'ai des frissons, parce qu'on ne peut pas faire abstraction du fait qu'un acteur industriel a un poids dans la détermination même de ces normes sociales, et que Facebook n'est pas une plateforme neutre. L'algo de Facebook qui décide les personnes et les billets que vous voyez sur votre profil et sur le profil des autres n'est pas neutre, c'est une black box opaque, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette recette qu'est cet algorithme, et surtout, il y a des choix qui ont été faits, et on va y revenir dans les slides qui suivent, par Facebook en particulier au fil des années, pour mettre de plus en plus d'informations en public, et ils n'ont pas fait que suivre une tendance sociale, mais ils ont provoqué cette tendance sociale, en plus en y ajoutant en 2010 ce joli chapeau, en disant, voilà, c'est un norme sociale, nous, on n'a rien fait. D'autres, mais là je vais être un peu plus rapide sur les deux derniers, c'est deux porte-parole de l'entreprise Google. Donc le premier, en fait, c'est l'un des pères d'Internet, c'est Vinton Cerf. Vint Cerf est un mathématicien qui a été vraiment central, crucial pour la mise en place du protocole TCP/IP sur lequel Internet tout entier, et donc pas seulement Facebook, Google et le web sont basés. Et ce monsieur, depuis 3 ans, est devenu, et ça, regardez le titre déjà, c'est extrêmement parlant, c'est le évangéliste en chef d'Internet de Google. Alors, c'est clair que dans la Silicon Valley, vous avez des personnes qui écrivent sur leur billet ou font écrire sur leur carte de visite des intitulés desquels on aurait peur ou honte, nous. Donc on a des visionnaires, on a des missionnaires et on a des évangélistes aussi. Donc il y a beaucoup de rhétorique religieuse là derrière. C'est pour vous indiquer que souvent ce type de biais idéologique a aussi des couleurs qui sont d'une manière assez inquiétante caractérisées par un certain conservatisme religieux. Et Vinton Cerf, lui aussi à l'occasion d'une conférence, a
a eu cette définition selon laquelle la vie privée a été une anomalie historique. Une anomalie historique. Pour les oreilles européennes, ça résonne avec certains propos de certains leaders de la droite extrême, peu importe, qui parlaient d'autres choses qu'ils définissaient en tant qu'anomaliques, alors qu'en réalité, c'était des trucs vraiment terribles. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'il disait, Vinton Cerf? Il disait en gros que peut-être la vie privée n'a été qu'une parenthèse historique entre des phases justement de notre histoire humaine, dans laquelle on était beaucoup plus à l'aise avec la vie en commun et la vie en public, et que peut-être avec Google et d'autres entreprises de ce type-là, on serait prêt à revenir à cette phase pré-modernité industrielle. En gros, sa manière de caractériser l'évolution historique de nos valeurs peut être résumée de cette manière-là. Avant l'arrivée de la société urbaine et industrielle moderne, de ce type de modernité industrielle, avec évidemment l'idée de vivre ensemble dans une ville d'individus dans laquelle on aurait plutôt cassé certaines communautés, certaines loyautés, certaines dépendances familiales. Bon, avant, on vivait en commun, et donc la vie privée n'existait pas. Dans cette espèce de caractérisation un peu idéalisée, idylliaque, d'une vie en commun dans des petits villages, dans des petites communautés rurales, peut-être, disait Vinton Cerf, on n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la vie privée. La vie privée est plutôt une invention de la modernité industrielle, mais peut-être dans le monde connecté d'aujourd'hui, on est prêt à dépasser ce stade-là et à revenir en arrière et à fermer la parenthèse de la vie privée. Je ne m'attarde pas sur Eric Schmidt, même si sa phrase à lui n'est pas mal. People are used to being under surveillance. Voilà, pourquoi pas. Le monde, tout le monde est désormais habitué, donc voilà, c'est fait. Mais regardons un peu ce qui se passe effectivement sur ces plateformes. Alors, je vous avais dit, Facebook n'a pas été neutre de ce point de vue-là, à mon sens, et donc Facebook est vraiment représentatif de beaucoup d'innovations pour le meilleur et pour le pire qui ont été introduites à propos de confidentialité, dévoilement d'informations, partage d'informations personnelles et évidemment vie privée. Et si l'on regarde ce qui s'est passé sur Facebook depuis 2005, la création, je vous rappelle, c'était 2004, on a de plus en plus de détails relatifs au profil de chacun d'entre nous qui sont mis en public par défaut. C'est-à-dire dans les paramétrages de confidentialité, quand vous créez un compte Facebook en 2010, vous partagez beaucoup plus d'informations par défaut que si vous aviez ouvert votre propre profil Facebook en 2005. En 2005, là, vous voyez représenté là, donc chacun de ces cercles représente une année, chacun de ces camemberts en fait, représente une année, et les zones marquées en bleu représentent ce qui est public par défaut. En 2005, finalement, ce qui était public par défaut, bah, c'était assez limité. Hein. Donc il y avait, j'arrive pas à le lire, pour être sincère, hein. Mais il y avait le nom et il y avait le mail, pour faire court. Et c'était public par défaut seulement par les personnes qui faisaient partie de votre réseau. Le réseau, c'était la communauté nationale à l'époque. Hein. Après, la dénomination a changé. Vous voyez qu'au fil des années, de plus en plus d'informations sont mises en public par défaut, et si la zone bleue arrive à toucher vraiment les bords de ce cercle, ça veut dire que tout l'Internet y a accès par défaut. On commence en 2007 avec l'avatar, donc votre photo, après votre nom, après la liste de vos amis, et d'autres informations, comme par exemple vos photos et les photos que vous mettez en ligne, et certaines de vos informations démographiques, donc par exemple le lieu de naissance, date de naissance, toutes ces informations-là, si vous créez un profil en 2010, donc depuis 2010, vous devez faire un opt-out pour les cacher, parce que de défaut, elles seraient publiques, avec un bémol qui, au fait, a été introduit l'année dernière, et je vais y revenir. Mais vous voyez que c'est assez, si on suit tout simplement ce type de visualisation, c'est assez linéaire comme progression. Depuis 2005, de plus en plus d'informations sont mises en public. Et si vous demandez évidemment à Zuckerberg, ceci est arrivé parce que tout le monde était à l'aise. Tout le monde était à l'aise, donc voilà, il l'a fait, voilà, il n'y a aucun problème.
Ça, à mon sens, représente une exagération et en plus vraiment une affirmation qui est biaisée d'un point de vue idéologique, parce que ce type de réduction irrésistible de la vie privée et d'ouverture vers le public est caractérisé par une posture morale qu'en sociologie on a souvent définie comme de l'entrepreneuriat moral. Donc on définirait quelqu'un comme Mark Zuckerberg comme un entrepreneur de morale. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de définition. Donc c'était le sociologue Howard Becker dans un livre de 1963 qui s'appelait Outsider, un livre qui est vraiment fondateur pour la sociologie de la déviance, qui expliquait à propos en particulier de la criminalisation aux États-Unis de certaines drogues, en l'occurrence la marijuana, que ceci n'est pas arrivé du jour au lendemain. Voilà, le fait de fumer ou de consommer de la marijuana c'était complètement accepté ou alors pas réglé par la loi avant les années 40 et 50, et progressivement un nombre de personnes, de acteurs sociaux très identifiables, surtout des industriels conservateurs liés à la droite baptiste et catholique, se sont emparés de l'enjeu et ont cherché à faire passer des lois pour criminaliser la consommation de la marijuana. Pour revenir à notre exemple d'aujourd'hui, d'un certain point de vue, ce qui s'est passé dans le numérique rappelle ce type de processus. C'est-à-dire qu'il y a un nombre important d'acteurs industriels, liés parfois à certains milieux politiques, qui cherchent à imposer une vision de la vie privée en mettant en place, d'une part, des lois, ou en bloquant des lois qui protégeraient la vie privée, en l'occurrence, de type de lobbying que Google, Facebook, Microsoft et compagnie ont exercé entre 2010 et 2013 sur le Parlement européen pour bloquer les lois de protection de la vie privée. À la fin, ils ont échoué, heureusement, a été vraiment important. Donc, effectivement, là, ce type de croisade morale se manifestait via du lobbying. Et en plus, avec Internet et avec le numérique en particulier, on a une autre particularité. Ces acteurs industriels, ces entrepreneurs de morale n'ont pas spécifiquement besoin de faire approuver des lois, parce que, comme le disait Larry Lessig, le code c'est la loi. D'un certain point de vue, quand vous écrivez un code logiciel, ou vous décrivez, vous détaillez votre algorithme, vous êtes en train d'imposer d'une certaine manière la loi sur votre plateforme, certainement. Et si vous décidez que certains paramètres sont publics par défaut, eh ben, c'est la loi de votre plateforme, clairement. Donc, d'un certain point de vue, les acteurs industriels ont travaillé, ont opéré comme des entrepreneurs de morale, mais ce type d'entreprise morale contre la vie privée, ce type de croisade contre la vie privée, même si elle a été présentée comme une évolution linéaire, au fait, s'est heurté avec une régularité inéluctable à des réactions de la part du public. Le public, c'est nous-mêmes, c'est nous les utilisateurs, qui avons exercé des contre-pressions pour faire respecter la vie privée. Alors, on s'est amusé avec mes co-autrices bon, on s'est amusé, c'est notre métier, quoi, mais à rédiger des séries historiques d'événements. Alors, pour Facebook, c'est vraiment extrêmement clair et parlant. Pratiquement, depuis 2006, on a eu, tous les quelques mois, ce qu'on appelle un incident de vie privée, c'est-à-dire un scandale ou un bug ou un problème ou une révélation qui a fait en sorte que Facebook se soit trouvé dans une situation dans laquelle il a dû justifier certains comportements, certains choix aussi d'architecture du système, et surtout les conséquences ont souvent été extrêmement importantes en termes de ou perte de confiance vis-à-vis de Facebook de la part des utilisateurs, ou besoin de la part de Facebook de faire du rétropédalage rapide et très clair. Alors on commence en 2006 avec l'introduction du newsfeed. Le newsfeed, c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait le mur, mais qui au début n'existait pas. Facebook au début n'était qu'une collection de profils qui n'étaient pas réunis qui n'étaient pas dotés de murs. Et en l'occurrence, l'introduction du newsfeed a bouleverser complètement la perception de Facebook, parce que du coup, du jour au lendemain, sur Facebook, vous vous retrouvez à savoir ce que vos amis sont en train de faire. Ce qui était complètement inattendu, parce que si vos amis savent très bien ce que vous faites. Et ça, c'était le premier scandale de vie privée sur Facebook.
Face à ça, on a eu la création d'un groupe de pression qui s'appelait Students Against Facebook. Facebook en 2006 était encore limité à certaines universités américaines de l'Amérique du Nord. Donc 300 000 personnes s'inscrivent sur ce groupe de pression. C'était un tiers de toute la plateforme Facebook de l'époque. Et face à ça, les conséquences ont été les excuses officielles de Mark Zuckerberg qui a dû limiter la recherche par le nom. Donc rétropédalage. Mais l'année suivante, ils reviennent encore en disant « Ah ouais, voilà, enfin, mais vous êtes à l'aise, donc on y va encore. » Non, ils n'étaient pas à l'aise du tout, hein, 300 000 personnes qui protestaient. Donc ils introduisent une autre innovation, c'est Beacon, c'est un agrégateur de publicité multiplateforme qui prend les données, les revend des régies publicitaires et qui en plus est capable de faire circuler ces données sur plusieurs plateformes. L'association mouvement.org lance une pétition à laquelle 50 000 membres de Facebook s'inscrivent et encore une fois, les conséquences, Mark Zuckerberg doit présenter ses excuses officielles et fermer Beacon, qui sera réintroduit par la suite, quelques années après, mais par la suite on a eu des tas d'autres scandales de vie privée. 2009, 2010, 2011, je ne détaille pas tous, mais en particulier, on a eu en 2010 l'introduction du bouton like sur des sites web externes. Ça, c'était aussi le moment où Mark Zuckerberg a affirmé que tout le monde était à l'aise avec la vie privée. Donc peut-être qu'il y a une autre coïncidence d'intérêt industriel pour le lancement de cette innovation et le discours d'accompagnement, voilà, qui annonçait la fin de la vie privée. Donc Mark Zuckerberg décide d'introduire le bouton like sur des sites web externes et de mettre en place un système qu'il décrit comme de frictionless sharing, donc le partage sans obstacle. Et face à ça, on a des sénateurs américains qui, poussés évidemment par des citoyens, demandent à la Federal Trade Commission d'établir des lignes guides pour Facebook. Et ces lignes guides seront par la suite implémentées en 2013. Et face à ça, Mark Zuckerberg doit se retrouver encore une fois à dire bon, bah, effectivement, peut-être qu'on a fait une petite bêtise, il faut revenir en arrière, mettons en place une grande consultation sur la vie privée pour simplifier la vie privée sur Facebook. Ce qui se passe, c'est que, en fait, la vie privée sur Facebook ne se simplifie pas. Ce qui nous pousse, pardon, vers 2012, non, que dis-je, 2011, pardon, à la création du groupe de pression Europe versus Facebook, qui, par la suite, a mis en place des tas d'actions internationales, la dernière auprès de la Cour de justice européenne, pour empêcher à Facebook, A, de collecter ces données, B, de partager des données européennes avec des entreprises américaines. Donc vous voyez, ça ne rassemble pas du tout à une évolution linéaire. Et en plus, cette série historique, je ne vais pas détailler jusqu'à la fin, s'arrête en 2012 quand on a eu un incident de vie privée un peu spécial. Ce n'était pas vraiment lié à quelque chose que Facebook avait fait, mais à une espèce de panique sur Facebook. C'était le soi-disant bug de Facebook qui avait fait peut-être réapparaître des messages privés de 2007-2009 sur des pages d'utilisateurs de Facebook. Vous croyez les avoir effacés, mis en privé, etc. On ne sait pas aujourd'hui si c'était un véritable bug ou si c'était tout simplement de quelqu'un dont la perception avait été biaisée justement par la peur, par le besoin de protéger sa vie privée, mais toujours est-il, le jour suivant, la CNIL a reçu les responsables de Facebook France et Facebook a dû présenter des explications officielles. Tout cela a été complètement effacé, mais exagéré aussi, par ce qui s'est passé l'année suivante. Les révélations d'Edward Snowden, donc je vous avais déjà montré la slide tirée du premier jeu de Prism, les révélations d'Edward Snowden ont été un véritable bouleversement pour Facebook, qui par la suite a dû complètement changer tout un tas de politiques de son service. Parce que face à la tollée et face évidemment à la réaction de ses utilisateurs, en plus à l'occasion de son 10e anniversaire, donc voilà, ça tombe vraiment mal, face à ça, il a dû mettre en place d'une part des nouvelles initiatives de privacy check-up, peut-être que vous avez vu passer, et si vous ne l'avez pas vu passer, je vous invite quand même à aller le rechercher, ce petit dinosaure bleu qui vous invitait à aller vérifier qui regarde vraiment vos posts, vos billets. D'ailleurs, c'est pas indifférent le choix de l'animal.
c'est un dinosaure. Donc évidemment, encore une fois, Facebook est en train de dire, eh ben, si vous êtes vraiment à l'ancienne, si vous êtes encore facile, mais quand même, on vous met à disposition ce petit assistant qui vous aide à vérifier si vous avez bien mis en place vos paramétrages de vie privée. Par la suite, la même année, Facebook a lancé un service de login, donc d'inscription anonyme. Et ça, c'est la dernière nouvelle d'il y a quelques mois, la possibilité de se connecter à Facebook via le réseau crypté Tor. Est-ce que vous connaissez le réseau de chiffrage Tor? Donc Tor est souvent présenté dans la presse comme le réseau dark web dans lequel tous les nazis les plus dangereux du monde. En fait, il s'agit d'un réseau de communication chiffrée dans laquelle sauf si vraiment vous êtes vraiment bon, ce que vous partagez ne peut pas être lu par des agences étatiques ou par d'autres entreprises, et qui est souvent utilisé par des activistes et évidemment aussi par vos banques, vos assurances, des tas d'autres personnes qui ont besoin de confidentialité. La question est que la plupart des plateformes sociales, je pense en l'occurrence Twitter, ne permettent pas à quelqu'un qui est sur le réseau Tor, c'est-à-dire qui passe par un réseau chiffré, de se connecter au service, alors que Facebook a décidé d'accorder cette possibilité. Donc aujourd'hui, on peut se connecter sur Facebook en utilisant Tor. En gros, ce que vous faites, c'est que tout simplement, au lieu d'utiliser HTTP, vous passez par un autre réseau qui s'appelle le réseau Onion, donc c'est comme l'oignon, c'est ça, c'est le symbole qui représente Tor. C'est pour indiquer que la sécurité a plusieurs couches, et que, voilà, comme l'oignon. La plus importante innovation en termes de protection de la vie privée, je ne l'ai pas représentée là, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un service que Facebook aurait mis en place, mais d'un achat, on va dire comme ça, que Facebook a réalisé en 2014. C'est au fait, le fait d'avoir acheté le service WhatsApp pour un montant incroyable, 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars pour un service qui fait 400 000 utilisateurs et qui semble être tout simplement, bon, si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous savez, c'est pour s'échanger des petits messages, c'est des coups de fil. Mais le fait, et la raison pour laquelle WhatsApp a été payé au prix fort, est que WhatsApp se présente comme un service qui est respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, qui réalise une collecte de données frugale, c'est-à-dire pas toutes les données de tout le monde, et qui en plus a justement cette réputation d'être un service sur lequel on se sent à l'aise pour partager. Donc finalement, d'un certain point de vue, en payant 19 milliards de dollars, Facebook s'est racheté une virginité en termes de protection de la vie privée. Certains parlent de privacy washing, comme on parlerait de greenwashing pour des entreprises polluantes qui, voilà, après font une donation, un don par exemple, à une association de protection de l'environnement. Mais voilà, tout ça, pour revenir à notre progression historique, vous voyez, donc, elle n'est pas une progression linéaire, elle n'est pas automatique, les utilisateurs sont loin d'être passifs, d'ailleurs les utilisateurs sont de plus en plus organisés, chaque année qui passe, ils sont plus organisés dans des manifestations, dans des mouvements, et qui, en plus, cherchent à dépasser ce cadre idéologique pour raconter un autre récit historique. Ce n'est pas le récit de la fin de la vie privée, mais plutôt le récit de la démocratisation du souci de la vie privée. Et c'est ça la troisième thèse. C'est au lieu de s'estomper, le souci de la vie privée se démocratise dans la société en réseau. Le souci de la vie privée, bon, c'est une manière de recycler un peu le souci de soi de Michel Foucault, mais en gros, c'est la même idée, c'est que chacun d'entre nous cherche à trouver des manières pour se présenter à soi-même, se donner un sens à son existence, et surtout chercher à comprendre quelles sont les limites entre mon existence et celle des autres. Et ce souci de la vie privée est quelque chose qui, historiquement,
a connu des évolutions, ça il faut l'admettre, mais qui est loin d'être finie. La question, si vous voulez, est sans, disons, pour chercher à complexifier un peu ce que Vint Cerf, donc le mathématicien qui était évangéliste Internet chez Google, avait proposé, la question est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait présenté. Au fait, la vie privée n'est pas une parenthèse, mais c'est vrai aussi que la vie privée, en tant que phénomène historique, se concrétise à la fin du Moyen-Âge. Ça, c'est pas Vinton Cerf, mais plutôt quelqu'un de plus proche de nous, c'était Philippe Ariès et Norbert Elias, donc des historiens et des sociologues du siècle passé, qui avaient justement travaillé sur la naissance de l'intimité individuelle et sur la naissance de la vie privée en tant que phénomène social, en tant que force sociale. Et la question qu'ils avaient traitée en particulier était que la fin du Moyen-Âge européen en particulier était caractérisée par un ensemble de ruptures historiques. Rupture des solidarités collectives, par exemple la solidarité des communautés, ou alors la loyauté seigneuriale, donc le fait d'être loyal vis-à-vis de votre seigneur, les lignages, donc loyaux vis-à-vis de votre famille, les liens vassaliques, tout cela enfermait les individus dans une époque pré-moderne, dans un contexte dans lequel la question de la vie privée ne se posait même pas. Et non pas parce que les individus n'étaient pas des individus, mais parce qu'ils n'étaient jamais reconnus en tant que tels. Ils étaient reconnus toujours en tant que membres d'une famille, membres d'une communauté, ou alors assujettis, sujets d'une certaine communauté politique. Ceci, évidemment, s'accompagne, ce type de rupture historique s'accompagne à d'autres ruptures. La première pourrait être une rupture culturelle et au niveau aussi de technologie de documentation de soi, c'est l'alphabétisation. L'alphabétisation qui commence à devenir, grâce à l'éducation moderne, de plus en plus partagée et qui commence aussi à devenir une manière de se connaître soi-même par l'écriture, via l'écriture, se raconter soi-même. C'est aussi, et il faut attendre plutôt le XVIIe, XVIIIe siècle, le moment de la naissance des biographies, des journaux et de tas d'autres formes littéraires qui mettent l'accent sur l'individu et sur la sphère même de l'individu qu'on commencera par la suite à appeler comme la vie privée. D'autres styles relationnels aussi s'imposent. C'est le moment où on commence à mettre l'accent sur l'amitié plutôt que la dépendance. Donc un lien horizontal par rapport aux liens verticaux, hiérarchiques qu'on connaissait auparavant. Et l'aménagement des espaces physiques aussi est vraiment important. La naissance de la maison particulière par rapport à la villa romaine ou à la maison de la famille qu'on a connue pratiquement jusqu'au Moyen-Âge. Tout cela, en fait, disons, non seulement, évidemment, reprend ce que Norbert Elias et Philippe Ariès avaient dit pratiquement dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais semblerait presque donner raison à la première partie de l'affirmation de Vinton Cerf. C'est-à-dire que la vie privée n'existait pas avant la fin du Moyen-Âge. Là où Vinton Cerf se trompe est quand il commence à dire « oui, ok, et là on est prêt à revenir en arrière ». Parce qu'au fait, ce qui se passe est plutôt l'affirmation forte d'une sphère individuelle qui commence à devenir vraiment démocratisée. Et on commence à le voir si par exemple on poursuit, disons, notre parcours historique avec Tocqueville et la naissance de la démocratie. La naissance de la démocratie, d'un point de vue des sciences politiques, pose un problème central que Tocqueville décrivait comme la tyrannie de la majorité. Au fait, dans un système démocratique, vous pouvez vous retrouver, si vous êtes un individu, et surtout si vous êtes un individu qui fait partie d'une minorité, face à ce que les autres ont décidé pour vous, et qui vous oblige finalement à vous uniformiser aux opinions des autres. Donc ça serait un danger sans précédent pour l'autonomie individuelle, un danger, disait Tocqueville, comparable à la pire des tyrannies et à la pire des autocraties qu'on aurait pu subir sous les monarchies d'antan. Ce qui se passe, c'est que les philosophes, depuis, s'interrogent sur comment casser cette tyrannie de la majorité et permettre aux individus, justement, d'être soi-même sans, pour autant, sortir du cadre démocratique.
Et donc en 1859, John Stuart Mill, dans son célèbre traité On Liberty, avait affirmé que pour sortir de la tyrannie de la majorité, on peut affirmer ce qu'il décrivait comme un principe très simple, a very simple principle. Et ce principe, il définissait comme le principe de non-nuisance. Et on peut le résumer de cette manière-là. Dans la mesure où vous êtes chez vous, vous pouvez faire, penser et dire ce que vous voulez. Dans la mesure où vous n'êtes pas en train d'impacter la vie des autres. Donc c'est le principe de non-nuisance. Si vous ne nuisez pas aux autres, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Déjà, on commence à définir une sphère d'action et surtout une sphère de possibilité d'expression de soi qui, par la suite, va devenir la privacy en tant que telle. Et pour comprendre pourquoi on a besoin de la privacy et pour quelles raisons, à la fin du 19e siècle, on a eu besoin d'affirmer la protection du droit à la protection de la sphère privée de l'individu, eh ben, il faut aussi regarder ce qui s'est passé du point de vue médiatique. C'est-à-dire la mise en place de médias nouveaux, donc c'est le nouveau média de l'époque, c'était les gazettes et le photojournalisme. C'était le moment où on commençait à avoir de plus en plus d'invasion de la sphère privée, des maisons véritables, d'individus qui étaient surtout des personnes célèbres, des hommes politiques et des personnes de renom, on aurait dit à l'époque. Le journalisme d'enquête a posé, à la fin du XIXe siècle, un véritable problème qui a rendu nécessaire d'affirmer the right to privacy, donc le droit à la vie privée. C'est en 1890 que dans la jurisprudence anglo-saxonne, américaine en l'occurrence, deux juristes, donc Louis Brandeis et Samuel Warren, ont décrit ce principe selon lequel, en gros, chacun a the right to be left alone, donc le droit d'être laissé en paix, d'être laissé seul. Or, le problème est que la plupart des systèmes légaux sur lesquels notre vie privée d'aujourd'hui sont basés sont encore inspirés par ce principe-là. Mais, en même temps, si vous regardez ce que nous faisons chaque jour sur Facebook et toutes les autres plateformes, personne n'a envie d'être laissé seul. Personne n'est sur Facebook pour être seul. Au contraire, on souhaite avoir une vie sociale riche, maîtrisable, dans laquelle nous pouvons décider et optimiser les temps de solitude, les temps de partage, les temps de solidarité, les temps de détachement, et ainsi de suite. Et le problème est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une définition de la vie privée qui a été faite dans un contexte historique qui était très différent du nôtre, et qui par contre continue à ressonner dans les textes des lois et certainement dans les têtes de la plupart des législateurs. C'est vrai aussi que, et là on en vient à la question de la démocratisation du souci de la vie privée, on a un ensemble important de nécessité de définir une vie privée pour tout le monde. Parce que ce qui s'est passé par rapport au XIXe siècle est que ce besoin de se protéger du regard des médias, sauf que c'est les médias numériques, désormais c'est généralisé. Ce n'est pas seulement les individus de renom, ce n'est pas seulement les célébrités, les acteurs célèbres, les hommes politiques qui ont besoin de protéger leur vie privée. Chacun d'entre nous a besoin de protéger sa vie privée. Chacun d'entre nous, finalement, est peut-être une micro-célébrité ou certainement exposé au même type de danger que les micro- et macro-célébrités peuvent connaître. Et ceci fait en sorte que, effectivement, la question de la gestion des traces se démocratise, la question de la gestion des données personnelles se démocratise, et l'exemple qu'on a eu l'été dernier, a été justement la tentative historique pour tout le monde d'une application à grande échelle du droit à l'oubli. Or, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu long comme histoire, mais effectivement, c'est une grande expérimentation qu'on est en train de tenter en Europe suite à la décision de la Cour de justice européenne dans le cas Google versus Spain, dans lequel ils ont décidé qu'effectivement, on avait la possibilité, on pouvait accorder aux individus, aux utilisateurs de Google, le droit d'être déréférencés du moteur de recherche. Or, ce n'est pas exactement la même chose que le droit à l'oubli tel qu'on l'avait cherché à le définir dans des tas de consultations avec la CNIL, en l'occurrence, la dernière à laquelle je vais participer, c'était en 2012, sur le droit à l'oubli, mais c'est quelque chose qui rassemble beaucoup au type de droit à l'oubli dont on a besoin face à des acteurs industriels comme la grande plateforme Google.
Et surtout, la question d'accéder à la vie privée est aussi liée à la possibilité qu'on accorde à un nombre de plus en plus important de personnes d'accéder à la vie active, professionnelle et publique. Ce type de possibilité se généralise, ou alors en ligne de tendance se généralise, même si on connaît tous les problèmes et les limites. Et en même temps, si tout le monde a la possibilité, ou au moins le droit d'accéder à la vie publique, eh ben, tout le monde a le besoin de définir quelle est la frontière entre la vie publique et sa propre vie privée. C'est pourquoi, effectivement, ce souci se généralise et, en plus, effectivement, les luttes et les actions publiques pour faire respecter ce souci se généralisent aussi. Et là, on en vient à la quatrième thèse, ça tombe bien parce qu'on est presque à la fin du temps qu'on s'était accordé. La vie privée a cessé d'être un droit individuel pour devenir une négociation collective. Ça, si vous voulez, est la quatrième thèse, mais c'est aussi le take-away message, le message que je voudrais vous donner. Et pour l'expliquer un peu mieux, je vais passer un peu plus rapidement sur les slides qui suivent. Si vous voulez, l'idée sur laquelle Samuel Warren et Louis Brandeis, donc ceux qui avaient défini en 1890 le droit à la vie privée s'appuyer, était que, si le droit à la vie privée peut être décrit comme the right to be left alone, notre sphère privée peut être décrite de la manière suivante. Donc en gros, on aurait, sur Internet comme ailleurs, un noyau de données sensibles, vraiment privées, autour d'un individu. Chaque individu, évidemment, au centre de ces sphères concentriques, c'est nous-mêmes, le noyau dur de nos données personnelles. Et ces données personnelles, selon cette définition suramenée, seraient toujours personnelles et toujours sensibles pour tout le monde. Imaginez-vous, la loi française de 1978 décrivait ces données personnelles comme les données de santé, orientation sexuelle, appartenance politique, appartenance syndicale et, j'ai oublié le cinquième. Non, il y avait une cinquième catégorie. Appartenance religieuse. Donc ces cinq types de données seraient toujours au centre de cette sphère. Et on aurait tendance à partager de plus en plus de données dès qu'on s'éloigne de cette sphère. Donc on aurait ces données-là qu'on partage avec personne, après des données qu'on partage peut-être avec les membres de notre famille, peut-être d'autres données qu'on partage avec nos employeurs, nos banques, nos assurances, d'autres données qu'on partage avec les amis d'amis, et des données qu'on partage avec tout le monde parce qu'on s'en fout, de savoir, etc. Le problème est que ça ne marche décidément plus comme ça, parce que surtout cette idée était basée sur certains présupposés philosophiques qu'on a vus sont vraiment difficiles à défendre aujourd'hui. Le premier présupposé est que l'individu serait passif, assis au centre de cette sphère et qu'il soit là pour attendre la pénétration de cette sphère de la part d'une force extérieure. Que ce soit l'État espion, que ce soit une entreprise qui cherche à voler des informations personnelles, ou alors des amis trop curieux, ou alors des criminels. Donc en gros, on s'imagine qu'on ne peut rien faire, il faut seulement bloquer, mais voilà. Le problème est que la situation est plus complexe, on a des négociations qui se mettent en place. Surtout, on a une manière de réagir à ce type de privacy as penetration, donc de pénétration de la vie privée, et de mettre en place des définitions de jusqu'où tout le monde peut arriver. C'est clair qu'aujourd'hui, nous partageons certaines informations, même les plus sensibles, avec des personnes qui ne sont pas du tout proches de notre sphère privée. Encore une fois, les données de santé, vous les partagez avec votre médecin, et votre médecin n'est pas vraiment votre ami, ni un membre de votre famille. Certaines informations, vous les accordez certainement à votre banquier, mais pas à votre ami. Je ne sais pas, le code PIN de votre carte bleue. Ça, c'est un cas typique d'un truc qu'on ne partage pas avec sa femme, peut-être, mais que des personnes de votre banque connaissent très bien. Donc, vous voyez, la situation est beaucoup plus complexe, et au fait, la négociation se fait pour chacun des données, pour chacune des données, pour chacun des types de données. Et en plus, cette négociation se fait dans un espèce de feedback continu sur des tas d'informations différentes.
En fait, en gros, quand on est sur un système de plateforme numérique, et notre expérience du numérique aujourd'hui est complètement basée sur ce type de système de plateforme, tout se passe au moment de l'inscription. Quand vous vous inscrivez sur une plateforme, vous ne connaissez pas exactement quelles sont les limites, quels sont les codes implicites ou explicites. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dévoilez pour voir jusqu'où vous pouvez vous dévoiler. C'est ça la question. Vous commencez à raconter des choses de vous pour voir si ça s'est admis. Je mets une photo de moi à la plage, ça passe ou ça passe pas. Sur LinkedIn, peut-être pas. Sur Facebook, peut-être oui, si j'ai la bonne liste d'amis. Enfin, chacune de ces plateformes a des codes implicites et chacune de ces plateformes, face à ce que nous lançons sur nous, réagit. Donc on a effectivement ce type de négociation qui se met en place sur des tas de situations différentes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on peut dire aujourd'hui que la vie privée, loin d'être finie, est devenue une négociation. Une négociation qui se met en place pour chacun d'entre nous sur des tas d'informations personnelles différentes. Et dans cette négociation, nous lançons des propositions à notre environnement social et nous attendons un retour, un feedback de notre environnement social et surtout nous attendons aussi un feedback en termes de réaction de la part de tout un ensemble d'autres acteurs qui ne sont pas forcément liés à notre cercle d'amis. Dans ce livre, en fait, qui est un livre extrêmement technique et qui est très très différent par rapport à Liaison numérique, qui était un livre qui est Liaison numérique était fait pour être lu par des êtres humains. Voilà, pour faire court. Ce livre-là, qui est un pamphlet computationnel, est fait pour être lu par des hommes politiques. Donc ça change complètement. Et donc ce qu'on a cherché de faire, c'est de travailler par exemple avec des méthodologies innovantes. Ça c'est seulement pour vous faire voir un peu d'animation, pour voir ce qui se passe dans notre petit labo à nous. Ce qu'on cherche à faire, c'est de modéliser ce qui se passe sur une plateforme comme Facebook. Et donc on s'imagine une situation dans laquelle on aurait, dans une espèce de situation idéale, mais basée évidemment sur des études empiriques, des individus qui au début n'ont pas de connexion entre eux et qui continuent à partager de plus en plus jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus partager parce qu'ils sont menacés par leur propre surdévoilement de soi ou surpartage. Donc voilà, imaginons une situation de ce type-là. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, et très rapidement, on crée des méga clusters de personnes qui sont trop connectées. Et trop connectées et commencent en plus à ne pas pouvoir évidemment vivre isolées. Donc voilà, ça c'est the right to be left alone. Il va bien, et voilà. Et c'est fini. En plus, on a un effet de uniformisation de certains traits culturels. Donc, chacun de ces moniteurs représente un trait culturel. Peut-être pourrait être, par exemple, préférence cinématographique, religion et langue. Et après, à un certain moment, on converge vers des formes d'homogénéisation. Et en plus, par contre, regardez ce qui se passe à la vie privée. C'est pas quelque chose qui rassemble à la fin de la vie privée dont parlait Mark Zuckerberg. Au début, au niveau agrégé des paramétrages de vie privée, si on part d'une situation généralisée d'une moyenne pour ce cluster-là, au début, on commence à voir une baisse progressive de la vie privée, mais vous voyez que dès la création de ce méga cluster, dès que tout le monde est connecté avec tout le monde, les gens commencent à stresser et à se dire, nom de Dieu, trop de monde que je ne connais pas sont connectés à mon compte Facebook. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous l'avez fait tous et toutes. On rouvre les paramétrages de vie privée, on commence à mettre privé, et à cacher des choses et à effacer des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau agrégé? Que la vie privée remonte, et en plus, le niveau, vous le voyez, est plus élevé à la fin qu'au début. Donc, Mark Zuckerberg se trompe. Ce qui se passe sur ses réseaux sociaux, sur son propre réseau social, rassemble plutôt à ça, c'est-à-dire d'abord une baisse qui sert pour justement découvrir les codes, connaître ensemble ce que je peux partager de moi, mais dès que je me rends compte que mon propre dévoilement a rapproché de mon compte des personnes que je ne connais pas, dont je ne connais pas les intentions, je ne connais pas leur code, leur propre code, et là je commence effectivement à remettre ma vie privée au maximum.
Donc ce qui se passe, et là par contre, ça c'était des données simulées, hein, mais regardez par contre les données empiriques, ce qui s'est passé est que malgré ce que Zuckerberg avait dit, les utilisateurs de Facebook ne sont pas du tout à l'aise avec le partage. Ça c'est une étude qui a été faite en 2012 par 3 collègues de la Carnegie Mellon University qui se sont basés sur les données de tous les étudiants de Carnegie Mellon entre 2005 et 2011. Et là, ce qui est marqué en rouge est en public par défaut, ce qui est marqué en bleu est en privé par défaut. Ce qui se passe, c'est qu'entre 2005 et 2011, sur toutes les informations que Facebook fait passer en public, bah, tout le monde commence à verrouiller, à fermer. Donc tout passe en bleu, ça veut dire que voilà l'information sur où j'ai fait le lycée, quelle est ma ville d'origine, ma musique favorite, mon film préféré, mon livre, etc., jusqu'à mon numéro de téléphone et mon adresse, et ben tout ça passe en bleu, c'est-à-dire tout ça passe en privé. Donc ce qui se passe, c'est que, encore une fois, au lieu d'aller vers de plus en plus de publicitude, bah, on va vers de plus en plus de vie privée si on regarde autant les données empiriques que notre travail de modélisation qui sert en gros à expliquer pourquoi ces données empiriques vont dans ce sens-là. Donc bah, ça c'est ce que je l'ai remis là, c'était ce que Zuckerberg avait dit, ce que Zuckerberg avait fait, c'est-à-dire de mettre en public tout ça par défaut. Par contre, ce qui se passe est qu'à chaque fois qu'il a mis quelque chose par défaut en public, bah, le public a réagi, les utilisateurs ont réagi. Et donc ce qui se passe au niveau de la vie privée agrégée sur un réseau généraliste comme Facebook, et ben, entre sa naissance et aujourd'hui, on connaît une situation qui ressemblerait, si on devait la décrire en la modélisant, un peu à ça. Au début, effectivement, oh là là, revenons en arrière, au début, la vie privée au niveau agrégé diminue. Après, à un certain moment, les gens se rendent compte qu'ils sont trop connectés. Ils font remonter leur niveau de vie privée, ils font ce qu'on appelle statistiquement un overshooting, c'est-à-dire qu'ils exagèrent vers le haut. Et à ce moment-là, c'est le moment où Mark Zuckerberg commence à paniquer et à se dire « Oh là là, personne ne partage, tout le monde est trop enfermé, tout le monde a verrouillé son profil, je ne peux plus récupérer leurs données, c'est un problème commercial pour moi parce que je ne peux pas vendre leurs données s'ils les protègent. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je déverrouille tout et je mets tout en public par défaut. Et je fais redescendre le paramétrage de vie privée au niveau agrégé vers 0. Donc il fait du overshooting vers le bas. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, face à ça? Eh bien, nous allons vers, encore une fois, dans notre profil et nous remettons tout au maximum. Et lui, par la suite, il remet tout au minimum. Donc on déclenche ce qu'on appelle des cycles de privacy, des cycles de vie privée. Et ça, c'est effectivement le sens du tableau que je vous avais montré entre 2006 et 2012. On a eu des cycles de vie privée. Zuckerberg qui met en public par défaut un ensemble de paramétrages et de données personnelles, et les utilisateurs qui réagissent en surprotégeant leur vie privée. Encore une fois, rien de linéaire, rien de destiné vers la fin de la vie privée. Au contraire, un beau combat, une véritable guerre culturelle qui continue, et pratique aussi, hein, qui continue chaque jour, chaque mois, chaque année. Je termine tout simplement en précisant quelque chose de très important, parce que c'était aussi l'une des recommandations principales du rapport du Conseil d'État de l'année dernière. Et que quand je parle de négociation de la vie privée, et ça c'était un malentendu que dans la presse, surtout la presse italienne, a été vraiment exagéré. Quand je parle de négociation de la vie privée, je ne parle pas de négociation commerciale. Je répète, la presse italienne, qui, bon, les journalistes italiens ne sont pas vraiment les meilleurs d'Europe, on va dire comme ça, mais ils ont compris que le fait de parler de négociation de la vie privée voulait dire que tout le monde était prêt à vendre ses données, et c'était bien comme ça. Alors, on a dû, après, au fil des mois, chercher à corriger ce type de perception erronée, en précisant que notre conception de la négociation ressemble plutôt à la négo syndicale, donc à une négociation collective qu'on fait au niveau des groupes sociaux, et non pas à la négociation que chaque individu pourrait faire en vendant ou en marchandisant ses propres données. D'ailleurs, cette idée de la marchandisation des données personnelles est ce que les entreprises, comme les grandes plateformes, cherchent à faire. Il y a, depuis 2011, les grandes plateformes cherchent à comprendre à quel prix chacun d'entre nous serait prêt à vendre son profil, son adresse, son numéro de téléphone, la liste de ses amis ou les données de ses amis.
Le problème est qu'évidemment, pour eux, l'enjeu, c'est de chercher à payer le minimum. Et nous montrer qu'après tout, oui, bon, enfin, un profil Facebook, ça ne vaut pas. Donc il y a certaines estimations du type un profil Facebook pourrait coûter maximum, être payé maximum $12. Non, parce que ça ne vaut rien. En fait, non, c'est $12 au carré minimum, ce qu'il faudrait considérer pour chacun d'entre nous. Parce que la question est qu'à chaque fois qu'on donne nos données, on donne aussi les données de toutes les autres personnes qui sont connectées à notre compte. Ça résonne avec les soucis de vie privée de certains d'entre nous. Donc la question est qu'il ne faut pas considérer que la négociation de la vie privée qu'on met en place chaque jour sur les réseaux sociaux soit une marchandisation, une monétisation de la vie privée et des données personnelles. Et donc la conclusion, qui est aussi la recommandation finale, est de ne pas céder aux sirènes de la privatisation de la vie privée. La privatisation de la vie privée consiste à dire nos données personnelles sont une propriété privée et donc finalement, en tant que telles, elles sont aliénables. Elles sont aliénables, elles peuvent être vendues à n'importe quel. Et donc dans le rapport du Conseil d'État, la prise de position du Conseil d'État était justement de dire les données personnelles ne sont pas des propriétés. Au contraire, elles font partie effectivement du droit d'autodétermination informationnelle de chaque individu, et donc en tant que telles, elles ne sont pas aliénables. Et ça, c'est une prise de position extrêmement importante, qu'on espère sera aussi reprise dans la loi numérique dès qu'elle se manifestera à l'Assemblée nationale, peut-être dans le courant de cette année-là. Et pour l'instant, effectivement, c'est aussi, disons, le message final avec lequel je vous remercie. Et merci. Voilà.